Bonjour à tous. Un grand merci de nous rejoindre sur ce webinaire organisé donc par l'AT2E et l'ADEME consacré à la décarbonation de l'industrie. Alors, au-delà de la sobriété énergétique sur laquelle des efforts ont déjà été réalisés en France, je crois que parler de décarbonation, c'est d'abord parler d'efficacité énergétique avec des ambitions accrues, de valorisation de chaleur fatale, d'énergie thermique renouvelable. C'est aussi la modification du mix énergétique avec notamment l'électrification des procédés, la modification du mix matière, le recyclage et l'utilisation d'intrants alternatifs, et enfin le captage ou le stockage et l'utilisation du CO2. Donc tous ces leviers sont indispensables à l'atteinte des objectifs ambitieux de la SNBC pour l'industrie. En fait, c'est moins 35% qui est visé à l'horizon 2030 et moins 81% en 2050. Il faut également se rappeler que l'industrie, c'est 20% environ des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Alors, vous vous souvenez sans doute des nombreux outils qui ont été mis en place depuis quelques années au service des industriels pour aider au financement de ces investissements. Il y a eu d'abord France Relance avec le Fonds de décarbonation de l'industrie et puis les différents appels à projets dans le cadre de France 2030. Donc aujourd'hui, les experts de l'ADEME vont se focaliser sur le nouvel projet Décarb Inde, donc 2023. C'est cet appel à projet qui vise des investissements de plus de 3 millions d'euros. Et donc ce matin, donc, nous avons avec nous effectivement Charlie Clédon, Florent Villard, Valentin Jean, Lucas Schmitt et Virginie Rocheteau de l'ADEME, sachant que Virginie va également nous présenter un nouveau programme qui s'appelle le Pacte Industrie et qui vise à former et accompagner les entreprises dans le domaine de la transition énergétique et de la décarbonation. Donc comme il a été dit, on va s'efforcer de répondre en ligne à vos questions et puis il y aura quelques séances de questions-réponses. Et sans doute mettrons-nous à jour la FAQ qu'on avait fait il y a quelques années à la suite de ces webinaires. Donc, je passe tout de suite la parole à nos experts de l'ADEME. Je pense que c'est Florent Villard qui prend le micro. Bon webinaire à tous. Merci Daniel. Pour ce webinaire, ça va être moi qui vais démarrer. Du coup, donc suite à cette petite introduction, on va pouvoir vous présenter un petit peu comment va se dérouler le webinaire. Du coup, si Charlie, tu peux passer à la slide avec le sommaire, merci. Donc après cette introduction par Daniel, la DGE pourra pas être présente aujourd'hui pour donner quelques mots, mais c'est pas très grave. On va enchaîner donc dès maintenant sur les bilans des fonds décarbonation de l'industrie et d'industrie zéro fossile, qui sont des dispositifs qui ont été lancés dans les mois, années précédentes. Ensuite, on fera un petit focus sur Pacte Industrie, donc qui est le dispositif qui est en train d'être lancé. De son. Ouais, vous m'entendez pas très bien? Si, c'est bon. C'est bon. Si, on Okay. t'entend, Valentin. Ok. Ouais, essayez de couper votre webcam peut-être. Ah, là, ça va, c'est bon, c'est bon. Oui. Donc du coup, dans petite partie sur Pacte Industrie, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec la présentation de l'appel à projet Décarb Inde 2023. On finira par une petite séance de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit sur le chat au fur et à mesure, et nous on se chargera d'y répondre un maximum. Donc, petit panorama des appels à projets actuels qui concernent donc la décarbonation de l'industrie. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette slide, mais on peut tout répartir en 4 blocs. Donc, il y a un premier bloc qui est bloc jaune en haut à gauche, donc qui concerne les études et les accompagnements. Donc là, il y a 2 grands dispositifs. Donc, le dispositif ZIBAC qui lui vise les zones industrielles avec une relève le 15 mai. Et l'autre gros dispositif qui est Pacte Industrie, donc qui se lance dès cette année jusqu'en 2026, avec la T2E également. Je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'il y a des slides qui seront dédiés. Donc ça, c'est un premier paquet de dispositifs donc, qui concerne tout ce qui est l'étude, la formation, l'aide à la décision. Ensuite, en bas à gauche, de couleur un petit peu orangée, il y a également un bloc qui concerne tout ce qui est plutôt innovation, avec notamment 2 appels à projets qui sont IBAC PME et demi-bac.
ces 2 appels à projets donc visent à aider le développement de technologies innovantes qui pourront aider à la décarbonation de l'industrie. Et donc il y a une dernière relève, enfin, en tout cas dernière date, dernière relève qui sera effectuée le 16 octobre 2023. Avant-dernier bloc, là, ça concerne plutôt l'industrialisation, donc c'est le bloc en bas à droite en vert, qui est en fait un petit peu la suite des blocs d'innovation. C'est le but étant de mettre en place des nouvelles capacités de production pour produire voilà, ces nouvelles solutions technologiques qui permettront la décarbonation de l'industrie. Donc actuellement, il n'y a pas de dispositif ouvert. Il y a eu l'appel à projet Solimbac pendant France Relance qui avait été lancé, qui est aujourd'hui clos. Il y a des discussions sur un nouvel appel à projet, mais ce jour, on est encore au stade des discussions et on n'a pas plus d'informations. Donc évidemment, si un dispositif est amené à voir le jour, on communiquera l'information. Et donc dernier bloc, le bloc qui concerne le déploiement de technologies donc matures qui permettent de décarboner directement les sites industriels, avec notamment des aides au CAPEX. Donc là-dessus, il y a eu tout d'abord donc le fonds de décarbonation de l'industrie qui avait été lancé suite à la crise Covid. Il y a eu le plan de relance et donc il y a eu notamment des subventions possibles pour décarboner l'industrie, donc 1,2 milliard d'euros. On fera un petit bilan juste après. Par la suite, nouvelle crise, cette fois avec la guerre en Ukraine et le lancement de l'appel à projet Industrie zéro fossile, donc qui était un dispositif qui n'était pas prévu initialement, qui a vraiment été lancé à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Donc il avait été réparti en trois volets, BCIAT qui est l'aide à la chaleur, de la production de chaleur décarbonée via de la biomasse, le volet 2 donc décarbone, donc vous allez voir que ceux qui ont déjà déposé, qui s'étaient renseignés sur cet appel à projet-là précédent, verront beaucoup de similitudes avec ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et le dernier volet Décarbflash qui lui visait plutôt à aider des plus petits projets sur une liste de technologies bien définie. Donc ces 3 appels à projets sont clos. On est encore en finalisation de l'instruction pour certains, mais il n'est plus possible de déposer de nouveaux dossiers. Et j'en profite pour préciser, parce que la dernière fois on a eu beaucoup de questions dessus, Décarbflash, donc l'appel à projet est clos et il y a des discussions pour en relancer un, parce qu'il y a eu on a reçu beaucoup de dossiers. Néanmoins, on est encore un peu comme pour Solimbac, on est encore au stade des discussions et donc les modalités, le budget, date de relance, etc. Tout ça, c'est pas encore défini. Donc, on n'a pas plus d'informations aujourd'hui. Et ce qu'on présentera du coup par la suite, donc c'est Décarbone 2023 avec une première relève pour le 27 juin, qui a un budget de 125 millions d'euros. D'autres dispositifs pourront venir, notamment pour des aides sur des projets encore plus grands, mais voilà, ça c'est pas encore défini actuellement. Donc petit bilan voilà de 2 dispositifs. Donc le premier, c'est donc le fonds décarbonation de l'industrie, donc qui avait été lancé pendant le plan de relance. Donc il y avait 1,2 milliard d'euros de budget. Sur la partie, c'était divisé en 2, une partie sur la production de chaleur décarbonée et une autre partie qui concerne la décarbonation des procédés des utilités. Sur celle-ci que on va se focaliser maintenant. Donc on a eu 136 lauréats pour à peu près un peu plus d'un demi-milliard d'aides qui ont pu être attribuées, ce qui représente 2,6 millions de tonnes de CO2 évitées par an à isoproduction et quasiment 8 TWh économisés par an, tout type d'énergie. Ce que vous pouvez voir sur la carte, c'est que on a réussi avec ce dispositif à toucher l'ensemble des territoires, à l'exception de la Corse, mais on a réussi également à subventionner des projets en Outre-mer. Et donc, plus le disque est gros sur cette carte, plus cela signifie que le projet abat beaucoup de CO2. Et donc, on a réussi à toucher l'ensemble du territoire, mais on peut également noter que les régions fortement industrielles, comme par exemple aux alentours de Dunkerque ou de Fos-sur-Mer en bas de la carte, même également du côté soit de la région Grand Est, soit de l'axe Seine en Normandie. Donc ces régions qui sont fortement industrielles ont évidemment une concentration et une taille de disque plus importante, donc ce qui est normal, mais ce qui prouve aussi qu'elles ont bien répondu à ces objectifs de décarbonation de leur site.
Deuxième bilan, celui-ci, c'est un bilan à date, puisque l'instruction n'est pas totalement terminée. Donc, c'est le volet 2 d'Industrie Zéro Fossile, donc le dispositif qui s'appelait également Décarbone, qui a été lancé suite aux conséquences de la guerre en Ukraine. Donc les chiffres, voilà, l'instruction est encore en cours, donc c'est seulement les premiers chiffres qui sont parus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà 16 lauréats avec environ 50 millions d'euros d'aides qui ont pu être attribués. Ça représente quasiment 170 000 tonnes de CO2 évitées par an et un petit peu moins d'un térawattheure de fossiles cette fois, économisés par an, parce que c'était quand même l'un des objectifs de cet appel à projet, c'était en plus de décarboner les procédés et les utilités, il y avait une réelle volonté d'abaisser nos consommations de C'est fossiles, bon, hein, ça a bien parti pour le 10. que ça soit le charbon, fuel ou le gaz naturel. Donc je pense qu'on peut passer à la suite et je vais laisser Virginie prendre la parole pour présenter Pacte Industrie. J'ai un problème de souris, pardon. Je n'arrive pas sur mon écran, c'est bon. Je veux bien que tu passes la slide si tu veux. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter effectivement le programme Pacte Industrie, donc qui est en cours de lancement. Enfin, le copil de lancement sera d'ici 15 jours avec l'ensemble des financeurs. Donc c'est un programme donc financé dans le cadre des programmes C2E, donc qui est en coportage ADEME AT2E. Donc c'est un programme qui va se dérouler sur 4 ans, donc 2023-2026, pour un budget global de 49 millions d'euros. Donc, comme l'a annoncé tout à l'heure Daniel, donc c'est un programme qui a deux grands objectifs, qui a un objectif de formation des acteurs de l'industrie, donc avec un objectif de montée en compétence sur tout ce qui est efficacité énergétique et décarbonation pour les différents profils industriels. Je vous le détaillerai dans la slide suivante. Et le deuxième axe, c'est le passage à l'action au travers de l'accompagnement d'études. Donc, on propose divers types d'études qui vont permettre d'engager soit à l'échelle des sites, soit à l'échelle des groupes industriels, des démarches de stratégie de transition énergétique et des études un peu plus opérationnelles autour des études d'opportunité de mix énergétique, et ensuite un troisième type d'études autour de la certification. Donc, c'est vraiment un programme qui vise à engager par la formation et l'accompagnement les industries. En fait, pour ceux qui connaissaient déjà, c'est un macro-programme, on va dire, qui rassemble des programmes qui existaient déjà, donc des briques individuelles qui existaient déjà, donc avec le programme Pro-SMEN sur l'ISO 50001, le programme Pro-REFI sur la formation des référents énergie ou le programme Invest des financeurs. Et donc là, l'idée était de rassembler toutes ces approches dans une brique plus cohérente et qui engage l'ensemble de l'entreprise. Donc, je vais vous montrer du coup sur la slide suivante le panorama global du programme. Donc, on est sur un programme, donc sur un parcours multimodal qui se veut adapté à chacun des profils des personnes qui seront formées et à la maturité des entreprises par rapport à la typologie d'études qui leur seront proposées. Donc, notre première brique, effectivement, c'est la formation et qui vise tous les acteurs en charge de l'énergie au sein de l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est bien d'engager tout l'ensemble de la chaîne de décision au sein de l'entreprise pour que les projets puissent aller jusqu'à la réalisation. Donc, on a un premier parcours qui concerne les profils techniques, donc les référents énergie, où l'objectif est de faire monter en compétence ces personnes. Donc, on a un objectif de 1500 personnes à former. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de monter en compétence sur la structuration d'une démarche énergétique, monter une équipe projet en interne, identifier les axes de décarbonation au sein de l'entreprise et ensuite porter ces projets auprès des dirigeants et de la cellule de financement en interne. Donc là, on est vraiment sur des profils techniques. Notre deuxième cible, c'est la cible des dirigeants, où là, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec eux à mettre en place une stratégie de décarbonation au sein de l'industrie et que ce ne soit pas des projets qui soient portés par des services différents, mais qu'il y ait vraiment une stratégie, un engagement global au niveau dirigeant. La troisième brique qui est indispensable pour que les projets aillent au bout est la cible du financement.
donc la cible interne, donc les DAF, tous les services financiers internes au sein de l'industrie, et puis les banques. Donc c'est en fait l'idée est de faire monter en compétence cette cible pour qu'il y ait un même niveau de connaissance de ce qu'est l'efficacité énergétique et de ce qu'est la décarbonation, pour que quand ces projets remontent pour des demandes de financement, alors soit en interne, en COMEX ou auprès des DAF, soit en externe auprès des banques, pour que la notion de risque et d'enjeu stratégique pour l'entreprise soit bien comprise et que ces projets puissent aller du coup au bout de leur financement. Donc pour ces 3 cibles, on a des parcours bien différenciés avec des modalités différentes et puis un catalogue de modules de formation complémentaires où là l'objectif est de pouvoir mettre à disposition des modules qui puissent être mobilisés par les différentes cibles. Typiquement des modules sur le financement qui soient aussi accessibles à la cible technique par exemple et vice-versa sur la stratégie. Donc notre deuxième grand axe, donc là on a vu le volet formation, c'est ensuite passé à la partie accompagnement. Donc on propose différentes typologies d'études pour que les entreprises s'engagent dans cette approche de transition et de décarbonation. Donc, on a des études très techniques qui visent l'analyse des opportunités d'évolution du mix énergétique, donc avec tous les leviers l'analyse d'opportunités sur tous les leviers de décarbonation possibles, soit récupération de chaleur fatale, efficacité énergétique, électrification, enfin l'ensemble des leviers sont passés au crible pour identifier les opportunités. Ces études, elles sont réalisées à l'échelle des sites. Ensuite, on a deux études qui vise l'analyse plus stratégique et des trajectoires d'investissement. Là, c'est fait à l'échelle des groupes. Donc, c'est issu d'une expérimentation qui a été réalisée ces 2 dernières années auprès de quelques dizaines d'établissements pour identifier, en fait, voir comment est-ce qu'on peut croiser une stratégie de décarbonation, donc c'est des démarches acte pas à pas, avec la trajectoire d'investissement, c'est-à-dire qu'à partir de quelques sites pilotes représentatifs du groupe, on définit une trajectoire et les investissements à réaliser sur les 30 prochaines années. Donc ça, c'est des études qui sont proposées à l'échelle des groupes. Et ensuite, un troisième type d'études où là, on est vraiment on se rapproche vraiment de la phase d'investissement. On est sur le coaching de projet d'investissement. Donc, c'est une entreprise qui a un projet identifié, qui a été dimensionné techniquement et pour lequel l'entreprise peut bénéficier d'un accompagnement pour identifier tout son montage de business plan et voir qu'est-ce qu'elle peut lever comme aide ou modalité de prêt bancaire, par exemple, avec des notions de dérisquage qui seront proposées dans ces accompagnements. Donc ça, c'est toutes les études sur le conseil, en fait, sur la structuration et de la stratégie et des investissements. Et le dernier volet, c'est autour de la certification et de la labellisation. Donc, c'est 2 types d'études. Donc, le programme ProSMEN qui permet aux entreprises certifiées ISO 50001 de bénéficier d'une prime. Et le deuxième type d'études sur la labellisation, ce sont les études acte évaluation qui permettent en fait d'évaluer l'alignement des stratégies de décarbonation au regard des accords de Paris. Donc, vous avez sur cette slide, enfin voilà, l'ensemble des enjeux chiffrés qui sont proposés. Et donc ça, c'est l'ensemble du programme PACT qui a une finalité. Donc, on est sur de la formation et de l'accompagnement, mais la finalité est qu'on s'approche le plus possible du passage à l'action et de l'investissement pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, on débouche sur des projets d'investissement, alors soit dans le cadre des programmes France 2030, Fonds Chaleur ou certificat d'économie d'énergie, ou même d'autres programmes financés par BPI, par exemple. Donc là, c'est vraiment faire monter en compétences, proposer toute l'assise d'études pour ensuite avoir des dossiers solides qui arrivent en demande d'investissement. Donc ça, c'est le programme qui est proposé. Et donc, toutes ces briques ne vont pas être accessibles tout de suite. Donc, ça va se déployer progressivement. Donc, les premières briques qui sont disponibles. Donc, tu peux lancer l'animation. Les premières briques disponibles, voilà, c'est le volet sur la formation technique et la stratégie, donc qui sont 2 modules de formation qui existent déjà. Donc le module ProRéfi porté par la T2E, donc c'est le volet technique, et les formations ACT portées par l'ADEME, donc sur tout le volet stratégie dirigeant.
Ce qui est en pointillé en dessous au niveau accompagnement, donc stratégie et trajectoire d'investissement, les études qui sont déjà disponibles aujourd'hui, c'est toute la partie stratégie, puisque c'est la partie acte pas à pas qui est proposée par l'ADEME, et la partie en lien avec l'association avec les trajectoires d'investissement, on est en cours d'expérimentation, on est en train de finir l'expérimentation, on va former les bureaux d'études cet été, et du coup la partie trajectoire sera disponible en septembre. Et ce qui est disponible donc là dès maintenant, c'est la partie évaluation, ProSMN et acte évaluation. Et donc comme je vous disais, en septembre, on aura nos deux typologies d'études, études d'opportunité mix énergétique et les trajectoires. Tous les bureaux d'études auront été formés puisque ce sont des nouvelles études qui sont proposées. Donc les bureaux d'études, on a un appel à candidature qui est ouvert en ce moment. Les bureaux d'études présentent leur candidature. Ceux qui seront retenus au regard de leur expérience et de leurs compétences pourront bénéficier de ces formations pour réaliser ces études. Et enfin, le dernier volet, donc toute la brique financement, sera disponible en janvier. Donc l'ensemble de notre offre, voilà, tu peux cliquer, on a la fin de l'animation. Donc l'ensemble de notre offre Pacte Industrie sera disponible en janvier. Donc des briques sont déjà disponibles, donc voilà, n'hésitez pas à vous engager dès maintenant, dans de la formation ou des accompagnements, et ensuite, l'intégralité de l'offre pour être mobilisé sur les prochains mois. Donc voilà, sur le programme, on vous joindra dans les slides qui vous seront mises à dispo, on vous rajoutera une slide où en fait on vous met tous les liens sur les modules qui sont aujourd'hui disponibles, voilà, pour pouvoir vous lancer dans la formation ou dans les études qui sont déjà disponibles. On vous mettra tous les liens dans la présentation. Je ne sais pas s'il y a déjà des... Merci beaucoup Virginie pour ce premier point sur Pacte Industrie. Alors oui, effectivement, on a prévu un premier petit point d'étape sur les questions-réponses, les questions surtout qui sont ressorties lors de ta présentation. Florent, Valentin ou Daniel, peut-être que vous pouvez nous faire un petit aperçu des questions qui sont le plus sorties et essayer d'apporter une réponse. Concernant Virginie, bon, il y avait des questions sur qui sont les formateurs, qui sont les accompagnateurs et qui font les études. En fait, je crois que Virginie a un peu répondu. En fait, il y avait des questions. Est-ce que ce sont les études de l'ADEME ou des gens qui vont être sélectionnés à l'extérieur? Donc c'est des personnes. Donc pour les formateurs, effectivement, ce sera des formateurs qui seront sélectionnés. Donc pour chacun des parcours, on aura une sélection des formateurs. Donc pour la partie tout le volet acte évaluation et acte pas à pas, l'appel d'offres est en cours. Donc ça va être lancé. Pour ProRéfi, les formateurs on est sur la fin du premier programme ProRéfi. Donc les formateurs sont déjà sélectionnés, mais il va y avoir une nouvelle vague de sélection pour janvier 2024. Et puis sur la partie financement, tout doit être construit d'ici la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, on recrutera aussi un pool de formateurs. Donc ça, c'est pour la partie formation. Et pour les accompagnements, donc comme je vous le disais, on a un appel à candidature qui est ouvert. Donc les bureaux d'études peuvent se positionner sur une ou plusieurs des études qui sont mentionnées qui sont possibles dans le parcours. Et donc pour les bureaux d'études ou autres prescripteurs qui seront retenus au regard des compétences qui sont attendues, on proposera deux formations sur les études mixtes énergétiques et sur la partie stratégie et trajectoire pour pouvoir mener de manière qualitative ces nouveaux types d'études. Alors, il y avait une question, Virginie aussi, comment va-t-on informer largement les industriels finalement sur le démarrage de Pacte Industrie? Alors, on a, dans le cadre de notre programme, en fait, on a une campagne de communication qui va se mettre en place. Donc, on a notre prestataire de communication, sera retenu à l'été. Donc, à partir de là, on aura, un plan de communication qui nous sera proposé sur les différents voies de communication. Donc ça, c'est ce qui sera porté au niveau, on va dire au niveau national, au niveau du pilotage AT2E ADEME. Et ensuite, c'est tous les partenariats qu'on a avec déjà les bureaux d'études et les formateurs seront aussi nos principaux prescripteurs pour porter ces actions. Et puis tous les partenariats, les actions qu'on a avec les fédérations professionnelles, qui nous permettront de relayer ces actions. Alors, il y avait deux questions sur l'ISO 50001 également. Alors,
La question disant est-ce qu'il faut être ISO 50001 pour répondre? Non. Par contre, vous verrez tout à l'heure qu'il est demandé des dossiers de qualité. Donc, je dirais que quelque part, il sera bon peut-être d'être bien formé pour pouvoir postuler à cet appel à projet. Et puis, il y avait une question en fait qui faisait référence à l'évolution de la directive en disant demain les choses vont changer. Effectivement, puisque les audits énergétiques obligatoires devraient voir leur champ étendu, non plus uniquement aux PME, mais lié à une consommation d'énergie. Et puis les plus gros pourraient se voir obligés, je dirais, de mettre en place un système de management de l'énergie. Alors, pour ce qui concerne les plus petits, je pense que effectivement les PME qui aujourd'hui ne se sentent pas concernés par l'audit énergétique, qui le seront demain, ont tout intérêt à venir dès maintenant profiter de notre programme. Quant aux plus grands, lorsque le système de management de l'énergie sera rendu obligatoire, il y a une petite nuance. Si c'est un système de management de l'énergie générique, nous pourrions continuer à les aider. Si par contre l'ISO 50001 est mentionné dans la directive, alors effectivement, ceux pour qui ce serait obligatoire ne pourraient plus être aidés. Donc là, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Et vous savez sans doute aussi que la mise en œuvre n'est plus 2024, mais plutôt 2025, de ce que l'on sait au niveau de Bruxelles aujourd'hui. Donc voilà les précisions sur l'ISO 50001 qui sont effectivement importantes. Et puis vous redire, comme Virginie l'a dit, qu'en fait, ProSMN continue dès à présent. Donc à partir du 26 décembre, je dirais, les certificats qui ont été émis à partir de cette date pourront être éligibles à notre aide. Par contre, il faut nous laisser encore quelques semaines pour voir apparaître tous les documents sur le site ProSMN pour pouvoir faire vos demandes. Alors, c'est ce que j'avais noté. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions pendant qu'on répondait qui concernent Pacte Industrie ou pas. Alors, il y a énormément de questions, bien entendu. Je ne sais pas, Jean, Valentin ou Florent, si vous en avez repéré une ou deux en particulier auxquelles vous voulez répondre. Virginie, il y a effectivement une question sur quand est-ce que les candidats pourront venir candidater pour l'appel à la candidature pour notamment les bureaux d'études dans le cadre de Pacte. Alors, l'appel à candidature, du coup, est ouvert. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'il a été diffusé plutôt dans nos réseaux. Normalement, j'ai pas revérifié, mais sur notre page décarbonation industrie de l'ADEME, il devrait y avoir la mention. Enfin, voilà, il y a eu un petit retard à l'allumage. Enfin, voilà, problème de coordination. Donc, normalement, sur notre page décarbonation, mais c'est pareil, on vous mettra l'info. Il y a le lien pour télécharger le cahier des charges de l'appel à projet. L'appel à candidature, pardon. La T2E l'a rediffusé auprès également de ses adhérents bureaux d'études, notamment il y a quelques jours, c'est très récent. Très bien. Bon, je pense qu'on peut enchaîner sur la partie suivante. Oui, c'est ça. On répondra, s'il y a d'autres questions, on répondra dans le fichier. Merci Parfait. à tous. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation et à toi aussi Daniel pour ce premier point d'étape. Donc on va maintenant passer au cœur de cette présentation avec donc le nouveau dispositif Décarb 1 de 2023 qui est financé donc par le plan France 2030 et je vais passer la parole à Lucas qui va dans un premier temps nous faire une présentation des nouveautés et des principaux critères de sélection. C'est à toi Lucas. Oui, merci beaucoup Charlie. Donc 2 dates de relève sont déjà prévues donc pour ce nouvel appel à projet. Une première qui aura lieu le 27 juin 2023 et une seconde le 12 décembre 2023, donc en fin d'année. Sachant que nous sommes conscients que la première date de relève peut paraître assez rapprochée, mais une deuxième date vous laissera un peu plus de temps pour préparer votre dossier si nécessaire. À noter donc, je rappelle que car cela a déjà été mentionné avant, que le budget de la première relève a été fixé à 125 millions d'euros. Et donc le cahier des charges et les différentes pièces obligatoires nécessaires à la constitution du dossier sont accessibles sur le site Agir pour la transition de l'ADEME. Donc avant de vous présenter les différentes étapes du processus de sélection des projets, nous tenions à vous présenter en avant-première quelques grandes nouveautés de ce nouveau dispositif. Donc, une première grande nouveauté, c'est que pour la première fois, le captage et le stockage et l'utilisation du CO2
pourront être éligibles sous certaines conditions, donc que ce soit qu'il s'agisse de séquestration de CO2 ou encore d'utilisation de CO2. Donc nous aurons l'occasion de revenir là-dessus un peu plus en détail un peu plus tard au cours de cette présentation. Deuxième grande nouveauté, le RGEC, donc la réglementation européenne, a été révisée en 2023 et devient donc plus restrictif quant aux opérations impliquant des usages de combustibles fossiles. Donc nous aurons également l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette présentation. Et enfin, la mise en concurrence entre les projets au sein de ce dispositif a été renforcée, notamment afin d'inciter les candidats à demander le juste montant d'aide dont ils ont besoin, à demander un montant d'aide optimisé. Donc si pour en dire un peu plus donc, sur cette révision du RGEC, donc 2 points sont à retenir. Premier point, donc pour toutes les thématiques de décarbonation, toute opération d'installation ou de remplacement d'équipements de combustion directe de ressources fossiles ne seront pas éligibles. Donc, par exemple, plus concrètement, si vous avez un projet de remplacement d'une installation qui fonctionne au fioul lourd ou au charbon par une installation qui fonctionne au gaz naturel, votre projet ne pourra pas être éligible à cet appel à projet. De la même manière, si vous avez un projet qui consiste à remplacer une installation qui fonctionne au gaz naturel par une autre installation qui fonctionne également au gaz naturel, votre projet ne sera pas non plus éligible. Deuxième point à retenir, donc sur cette révision du RGEC, au sujet des opérations de modification de mix énergétique ou de modification du mix matière, il est possible d'effectuer ces opérations en installant des composants additionnels sur des installations existantes consommant des combustibles fossiles, sauf si ces opérations entraînent une augmentation de la capacité de production ou entraînent une augmentation nette de la consommation de combustibles fossiles. Donc, par exemple, plus concrètement, dans le cas, par exemple, d'un four de verrier fonctionnant au gaz naturel, il est possible d'avoir un projet qui consiste à ajouter, donc à installer des composants additionnels de manière à augmenter le taux de calcin, sauf si, mais votre projet ne pourra pas être éligible si cette opération entraîne une augmentation de la capacité de production. Et enfin, donc, bien entendu, donc pour les opérations qui améliorent l'efficacité énergétique, l'installation de composants additionnels sur des équipements de combustibles fossiles existants sera éligible dans tous les cas, même s'il y a une augmentation de production. Donc après, nous avons donc présenté donc ces quelques grandes nouveautés de ce dispositif et maintenant nous allons vous présenter le processus, les différentes étapes du processus de sélection des projets au sein de ce dispositif. Donc suite au dépôt des dossiers, la première phase est la présélection et consiste donc à vérifier que les projets qui ont été déposés respectent les critères d'éligibilité. Donc à vérifier que si les projets sont éligibles ou non à cet appel à projet. Donc vous avez ci-contre donc les principaux critères d'éligibilité présents dans le cahier des charges. Et donc certains critères sont plutôt financiers. Donc on retrouve donc les coûts d'investissement qui doivent être supérieurs à 3 millions d'euros, la demande d'aide qui doit être inférieure à 30 millions d'euros. Et aucun travaux pour respecter un critère d'incitativité de l'aide, aucun travaux ne doit être engagé avant la demande d'aide, donc avant la date de dépôt des dossiers. Et enfin, donc, le porteur de projet ne doit pas être classé en difficulté au sens juridique du terme, sachant qu'il faut savoir qu'il existe une dérogation pour les entreprises qui ont été classées en difficulté pendant la période Covid, donc, qui s'étale du 1er janvier 2020 à la fin juin 2021. En revanche, si les entreprises ont été classées en difficulté après juin 2021, un recours à une dérogation ne sera pas possible. Enfin, d'autres critères d'éligibilité concernent donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc un quota, un seuil d'abattement de gaz à effet de serre a été fixé pour cet appel à projet et fixé à 1000 tonnes de CO2 équivalent par an.
Et enfin, dans le cadre de cet appel à projet, la performance de décarbonation est évaluée à isoproduction. C'est-à-dire que l'abattement de gaz à effet de serre sera évalué de manière indépendante par rapport à la variation du niveau de production du site. Et en outre, les projets qui ne doivent pas entraîner, les projets ne doivent pas entraîner de verrouillage technologique des émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple, si vous avez un projet d'installation d'un four qui fonctionne au gaz naturel, ce ne sera pas possible car non seulement il s'agit d'une installation qui utilise des combustibles fossiles, mais en outre, les émissions de gaz à effet de seront cela consistera en un verrouillage technologique des émissions de gaz à effet de serre, puisque aucune autre installation ne pourra être effectuée entre-temps. Donc, autre critère d'éligibilité, pour les procédés concernés, il s'agira donc de définir un plan de sortie du charbon et du fioul. Donc si vos procédés utilisent du charbon et du fioul et que votre projet ne permet pas d'en sortir, il sera exigé de fournir un plan de sortie de ces consommations de charbon et de fioul. Autre critère d'éligibilité, il faudra fournir une feuille de route de trajectoire de décarbonation du site aux horizons 2030 et 2050. Cette trajectoire doit être chiffrée, datée et pertinente. Et enfin, pour les demandes d'aide, dans le cadre des demandes d'aide supérieures à 10 millions d'euros, une évaluation de la trajectoire de décarbonation de l'entreprise cette fois-ci, et non pas du site, de type acte évaluation sera à fournir, sachant que acte évaluation est mentionné ici à titre d'exemple, mais toute autre méthode équivalente pourra être utilisée. Autre critère d'éligibilité, les projets doivent être matures, les technologies utilisées doivent être matures. Cet appel à projet n'a pas vocation à financer des projets de R&D ou des prototypes ou encore des tests. Et enfin, le projet devra respecter des critères environnementaux plus généraux qui portent par exemple sur le fait que le projet ne doit pas impacter significativement la biodiversité ou encore ne doit pas avoir d'impact sur la pollution des sols, de l'eau ou encore de l'air. Donc ce sont des critères dits principes DNSH, Do Not Significant Harm, et sont donnés par le ministère de la Transition écologique. Et enfin, autres critères d'éligibilité qui sont à respecter. Donc les projets doivent respecter la cible des thématiques éligibles qui sont exposées donc à la slide suivante. Donc avant toute chose, il faut savoir que nous encourageons donc la mise en place de plusieurs thématiques éligibles de décarbonation au sein d'un même projet, la mise en place de plusieurs briques de décarbonation. Donc, pour commencer donc avec la première thématique éligible, l'efficacité énergétique. Donc, il est tout à fait possible d'effectuer un projet d'efficacité énergétique pour remplacer un équipement par un autre énergétiquement plus performant. En revanche, je le rappelle, il n'est pas possible d'avoir un projet d'équipement de combustion fossile. Ça, ce n'est pas possible. Autre projet d'efficacité énergétique possible, il est possible d'effectuer de la récupération de chaleur fatale ou de la valorisation de combustible fatal, seulement si ces briques de décarbonation sont associées à d'autres briques éligibles, à d'autres actions de décarbonation éligibles. Il faut également savoir donc, que la valorisation thermique est à privilégier sur la valorisation électrique, que ce soit pour la récupération de chaleur fatale ou la valorisation de combustible fatal. Dans le cadre de la récupération de chaleur fatale, la valorisation électrique est peut tout de même être effectuée s'il est démontré que la valorisation thermique n'est pas pertinente. Donc par exemple, dans le cas d'un ORC, pour effectuer de la valorisation électrique à partir de récupération de chaleur fatale, c'est tout à fait possible, mais nous préférons les projets qui valorisent la chaleur fatale thermiquement, car le rendement est bien souvent meilleur. Pour la valorisation de combustible fatal, il est également possible, outre la valorisation 100% thermique, de faire de la cogénération s'il est démontré que la valorisation 100% thermique n'est pas pertinente.
Deuxième grande thématique éligible, la modification du mix énergétique. Donc, deux cas de figure dans ce cas présent. Il est possible de faire des projets d'électrification d'un procédé industriel, donc par exemple d'installer un four électrique ou alors d'installer un processus de recompression mécanique de vapeur si vous avez de la vapeur ou encore une pompe à chaleur, pour ne citer que ces quelques technologies. Autre cas de figure, il est également possible de faire une modification du mix énergétique via l'utilisation d'énergie thermique renouvelable, non couverte par le fonds chaleur. Donc, par exemple, si vous avez un projet de chaudière biomasse, ce projet est couvert par le fonds chaleur et donc n'est pas éligible à cet appel à projet. Par contre, si vous avez un projet d'ajout de déchets issus de l'agriculture dans un four, alors ce projet pourra être éligible à cet appel à projet. Et bien entendu, je le rappelle, il ne sera pas autorisé d'effectuer des changements de combustible de fioul lourd ou charbon vers du gaz naturel. Troisième grande thématique d'éligibilité, la modification du mix matière. Donc, il est possible d'effectuer une modification du mix matière via du recyclage, via de l'efficacité matière ou encore des matières premières, ou alors encore via l'utilisation de matières premières alternatives. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser dans un procédé des matières premières alternatives qui sont moins carbonées ou alors même pas du tout carbonées, de manière à éviter des émissions dites de procédés via une décarbonatation. Et enfin, il est possible d'effectuer des projets afin de réduire d'autres émissions de gaz à effet de serre que le CO2, comme le méthane ou encore les HFC ou le N2O. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un projet de remplacement de fluide frigorigène avec un haut pouvoir de réchauffement global par un autre, par une autre installation ou remplacer le fluide par un autre avec un pouvoir de réchauffement global inférieur. Et enfin, quatrième et dernière grande thématique éligible, le captage, le stockage et l'utilisation du CO2. Donc, il est possible d'effectuer des projets de séquestration de CO2 seulement si le projet est situé dans le périmètre d'un projet de développement d'infrastructures de stockage mature. Donc, ça veut dire que si le projet n'est pas situé à proximité d'un projet de développement d'infrastructure pour le stockage de CO2, un projet mature de développement d'infrastructure, ce ne sera pas possible. Votre projet ne pourra pas être éligible s'il n'est pas à proximité d'une telle installation. Deuxième cas, donc dans cette grande thématique, il est possible de faire de l'utilisation de CO2, mais seule la minéralisation est éligible, car nous considérons donc que la minéralisation est le procédé qui est à la fois mature et qui permet également de stocker durablement sur le long terme, de capter durablement sur le long terme ce CO2 comparé à d'autres processus qui permettent de stocker le CO2 sur un moins long terme. Donc voilà pour cette quatrième thématique. Nous enchaînons donc avec 6 contres. Vous pouvez voir donc différents secteurs, thématiques et opérations inéligibles. Donc les activités tertiaires agricoles appartenant au secteur du BTP sur chantier ou encore les industries de production d'énergie incluant donc les unités de valorisation énergétique des déchets ne sont pas éligibles. Au niveau des thématiques inéligibles, on peut trouver donc la décarbonation des bâtiments qui n'est pas éligible, les opérations d'utilisation de CO2 autres que la minéralisation, comme mentionné dans la slide précédente. Le changement de combustible, je le rappelle, de combustible fuel ou charbon vers le gaz n'est pas éligible. Il n'est pas non plus possible de faire du financement des projets d'engins mobiles, sauf si ces engins mobiles sont situés sur le périmètre, l'utilisation de ces engins mobiles est restreinte au périmètre du site où s'effectue le projet. Autre thématique inéligible, la cogénération hors combustible fatal, les opérations de production d'énergie électrique renouvelable,
ou encore les opérations portant sur les installations et équipements de secours. Donc, ce qui est visé véritablement par cet appel à projet, c'est vraiment les opérations sur les installations principales des industriels. Au niveau des opérations inéligibles, on peut trouver donc la mise en conformité réglementaire ou les opérations déjà commencées. Donc effectivement, il n'est pas l'objectif de cet appel à projet n'est pas d'aider à la mise en conformité réglementaire, ni même d'aider des opérations qui ont déjà commencé avant la date de dépôt du dossier. Autre opération inéligible, les opérations qui sont éligibles à d'autres dispositifs de soutien ADEME, comme par exemple des opérations qui sont éligibles au fonds chaleur ou encore aux appels à projets hydrogène. Et enfin, les opérations éligibles à des soutiens à la RDI, donc à des opérations de type R&D, prototype, démonstrateur, ne sont pas éligibles à cet appel à projet, car ce qui est visé par cet appel à projet, ce sont les technologies, les projets matures, avant toute chose. Donc voilà pour cette présentation de la phase de présélection, d'éligibilité. Donc je vais laisser la main à Charlie pour vous présenter la suite du processus de sélection. Merci beaucoup Lucas pour la présentation donc effectivement de cette éligibilité des différents projets. Donc pour reprendre cette frise ici, où on se situe maintenant. Donc on a effectué cette première présélection basée sur les critères d'éligibilité et maintenant donc on va passer à la phase suivante qui est la phase de classement de l'ensemble de vos projets. Donc pour ce faire, on a deux étapes principales. La première, c'est de vérifier la performance de vos projets, de vérifier que donc les gains en gaz à effet de serre que vous nous annoncez sont bien cohérents. Et la deuxième étape, c'est donc de noter l'ensemble de vos projets afin de pouvoir les classer. Donc, pour ceux qui sont déjà habitués à nos appels à projets, vous avez très certainement l'habitude d'un classement qui est entièrement basé sur une efficacité des aides publiques et donc entièrement sur ce critère technico-économique. La nouveauté avec ce dispositif, c'est que le classement ne va pas uniquement se baser sur ce critère économique. Alors cependant, comme vous pouvez le voir, il est toujours présent puisqu'il va être donc il va être pris en compte via une première note N1 qui sera évaluée sur 70 points par rapport à une note globale qui sera sur 100 points. Donc ça reste tout de même notre critère prépondérant, cette efficacité des aides publiques. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on a donc l'introduction d'une deuxième note N2 qui sera elle évaluée sur 30 points et qui est relative à l'ambition de décarbonation de l'industrie du projet. Donc je vous exposerai un tout petit peu plus tard le détail de ces notes, mais donc cette note N2 sera décomposée en deux sous-notes, N2A et N2B. Et donc, grâce à finalement ces trois notes, N1, N2A et N2B, on va pouvoir calculer un score sur 100 points, donc qui sera calculé de la manière suivante, N1 plus N2A fois N2B. Et donc le but pour votre projet, c'est de se rapprocher le plus possible, bien entendu, des 100 points afin d'être le mieux classé et de pouvoir espérer être sélectionné. Parce que comme je vous le rappelle, le processus de mise en concurrence est ici renforcé et l'ensemble des projets ne sera donc pas sélectionné. Je vais revenir dans un premier temps un petit peu plus en détail sur notre note N1 qui est donc une note d'efficacité des aides publiques. Alors qu'est-ce que c'est que cette efficacité des aides publiques? C'est tout simplement la somme des aides publiques que l'on va diviser par la performance de votre projet, c'est-à-dire les tonnes de CO2 équivalent permises par le projet sur 20 ans. Donc sur cette formule, il y a différentes choses qu'il est important de noter. La première chose, c'est qu'on ne prend pas seulement en compte l'aide ADEME que vous allez demander donc via cet appel à projet, mais bien l'ensemble des aides publiques. Donc si pour le même projet, vous sollicitez également une aide par exemple auprès de votre région ou auprès de BPI, nous allons prendre en compte ces aides pour le calcul de l'efficacité des aides publiques. Le deuxième point qu'il est très important de noter, c'est qu'on prend ici en compte donc la performance vérifiée et non pas la performance que vous nous annoncez. Donc on espère que cette performance vérifiée sera le plus proche possible. Et donc, dans le cadre d'une performance qui présente un écart par rapport à ce que vous nous avez annoncé de 0 à 20%. Donc l'efficacité de l'aide sera impactée puisqu'on prendra donc cette performance vérifiée pour le calcul de l'efficacité. En revanche, et là j'attire votre attention grandement sur ce point, c'est une nouveauté de cet appel à projet, si l'écart constaté est supérieur à 20%,
on estime que le dossier qui a été déposé finalement n'est pas assez robuste et votre dossier sera donc rejeté. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour vous inciter vraiment à vérifier les projets que vous nous déposez, à être le plus... Bien entendu, des petites erreurs sont possibles, hein, c'est pour ça qu'on va tolérer un écart jusqu'à 20%, mais en revanche, voilà, des gros écarts ne seront plus tolérés. Typiquement, je peux vous donner un exemple d'erreur qui arrive très souvent sur des projets d'électrification. Dans la performance, on a un oubli de prise en compte des émissions de CO2 qui sont liées à la surconsommation électrique. Donc voilà, soyez vraiment très vigilants dans le dépôt de vos dossiers afin de nous déposer des choses qui sont cohérentes. Donc, grâce à cette efficacité des aides publiques, on va pouvoir calculer notre première note N1 grâce à la formule que vous voyez apparaître ici, où donc l'efficacité des aides publiques du projet est en fait la seule variable. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque votre efficacité des aides publiques tend vers 0, qui est donc une très bonne efficacité, la note N1 tend, elle, vers 70, qui est le score maximal. Au contraire, pour une efficacité des aides publiques de 170, vous allez avoir une note N1 qui va être égale tout simplement à 0. Donc attention, ce 170 ici n'est pas du tout un objectif ou une limite supérieure qu'il serait possible d'atteindre. Hein. Bien au contraire, si vous avez une note qui s'approche de ce chiffre-là, vous pouvez être à peu près certain que votre projet ne sera pas sélectionné puisque cette première note N1 sera égale à 0. On peut supposer que l'ensemble des projets lauréats auront plutôt des efficacités qui seront inférieures à 80, voire peut-être même à 50 € par tonne de CO2 équivalent abattu sur 20 ans. J'attire votre attention sur un dernier point, c'est le fait que les aides publiques demandées sont prises en compte. C'est-à-dire que si durant l'instruction on se rend compte que vous avez demandé trop d'aides et que vous avez finalement le droit à moins d'aides que ce que vous aviez demandé, on conservera cependant l'aide publique demandée pour le calcul de cette efficacité. Donc là encore, c'est vraiment dans une optique de vous inciter à demander le juste montant dès le dépôt et à ne pas surestimer les aides que vous demandez. Donc voilà pour cette première note N1. On a ensuite donc notre note N2 qui se décompose, comme je vous l'avais dit, en deux sous-notes. Je vais d'abord m'intéresser à la note N2A qui va donc venir évaluer l'ambition technologique de votre projet. Qu'est-ce qu'on va regarder avec cette sous-note? On va regarder si votre projet permet en fait l'intégration d'une ou de plusieurs technologies qui sont jugées clés pour la décarbonation de l'industrie et plus précisément pour la décarbonation de votre secteur industriel. Et donc, on va venir évaluer cela avec une note qui sera attribuée, qui pourra aller de 1 à 5 points. Nous avons une liste de technologies que vous pourrez trouver dans l'annexe 2 du volet technique, qui liste déjà tout un ensemble de technologies qu'on juge particulièrement intéressantes. Donc, je peux par exemple citer des packs haute température pour la production d'eau chaude à une température entre 80 et 100 degrés, qui présenteraient un scope ou un COP intéressant, et donc par intéressant on entend supérieur à 3,5, et qui utiliserait un fluide frigorigène avec un potentiel de réchauffement global qui est faible. Une autre technologie qu'on pourrait citer, c'est des technologies de four électrique. Mais donc là, encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que ça va en fait dépendre des secteurs. Donc je m'explique. Par exemple, si vous êtes dans le secteur de la sidérurgie, on peut finalement considérer que le déploiement de fours électriques est déjà largement généralisé et finalement une opération qui devient standard, et donc on ne pourra pas tendre vers une note de 5 points dans ce secteur. En revanche, si vous êtes un verrier et que pour la production de vos bouteilles en verre, vous avez l'ambition d'installer un four électrique, là on juge que c'est quelque chose de très ambitieux puisque c'est encore quelque chose de très nouveau pour la filière, et donc ça pourra être valorisé avec une note qui pourra aller jusqu'à 5. Un dernier point d'attention, c'est le fait que donc ces technologies qui sont particulièrement intéressantes doivent en fait représenter une part importante de votre CAPEX si vous souhaitez tendre vers une note de 5. Si vous avez une technologie qui est très intéressante mais qu'elle ne représente que par exemple 10% du CAPEX et que l'ensemble des autres technologies sont somme toute des technologies plus classiques, vous ne pourrez pas tendre vers cette note de 5. Vous aurez une note plus moyenne, peut-être aux alentours de 3. Voilà pour ce premier critère, pour ce premier critère de la note N2. Donc le deuxième sous-critère N2B va lui en fait venir juger la cohérence de votre projet vis-à-vis de votre trajectoire de décarbonation aux horizons 2030 et 2050. Qu'est-ce qu'on va regarder pour cette seconde note? On va regarder si votre projet permet de franchir une étape importante
dans votre trajectoire de décarbonation, ou est-ce qu'au contraire, ce projet est en fait complètement décorrélé de la trajectoire globale? On va venir regarder typiquement si votre projet traite finalement du cœur de production de votre site, ou s'il a un effet seulement sur des équipements qui sont finalement un petit peu annexes et qui ont une importance moindre dans vos procédés. Et enfin, via ce biais, on va donc regarder si la réduction des émissions de gaz à effet de serre en pourcentage de votre site est conséquente, ou si finalement le projet ne permet d'abattre que quelques points de pourcentage de gaz à effet de serre par rapport à vos émissions globales. Donc voilà, en prenant en compte l'ensemble de ces critères, on va attribuer une note qui pourra aller de 1 à 6 points. Et donc, pour résumer, si vous voulez tendre vers une note de 6 points, il faut que votre projet permette de franchir une étape importante dans une trajectoire ambitieuse. Il faut qu'il s'attaque au cœur de production de votre outil industriel, et il faut qu'il permette un abattement en pourcentage conséquent. Donc je vous rappelle que la fourniture de ces trajectoires de décarbonation est un critère d'éligibilité, hein, tout simplement. Donc si vous ne nous la fournissez pas, de toute façon, le projet ne pourra pas être éligible, et que, en outre, comme Lucas nous l'avait dit tout à l'heure, pour des projets qui demandent plus de 10 millions d'euros d'aide, cette trajectoire de décarbonation devra être évaluée. Donc voilà, on a donc ces deux notes N2A et N2B qui sont notées respectivement sur 5 et 6 points. Ça peut paraître faible, mais je vous rappelle que ces deux notes se multiplient l'une à l'autre, et que donc avec le total de ces deux notes, ça peut permettre un supplément qui va jusqu'à 30 points pour le score de votre projet. Je vous propose donc, à la suite de ces critères d'éligibilité et de la notation pour le classement de vos projets, un deuxième point d'étape sur les questions qui sont le plus ressorties. Alors Daniel ou Valentin et Florent, peut-être je vais faire appel à votre aide. Est-ce que vous avez des questions qui sont ressorties particulièrement sur ces critères d'éligibilité ou sur ce que je viens de dire à propos de ces notes pour le classement des projets? Encore une fois, beaucoup de questions, comme la semaine dernière. On essaie de répondre au maximum en direct. Il y a des questions, notamment Charlie, là, sur le verrouillage technologique des émissions. On a essayé de répondre, mais peut-être tu peux refaire un point là-dessus. Effectivement, donc en fait, ce critère de verrouillage des émissions, on ne veut pas que votre projet finalement verrouille pour une dizaine, voire une vingtaine d'années, une technologie qui, dans le plan de transition sectorielle de votre industrie, n'apparaît pas pertinente d'ici 20 ans. Donc typiquement, si vous ajoutez un équipement corollaire à un four gaz, et que cet équipement corollaire ne peut être utilisé qu'avec ce four gaz, eh bien vous allez finalement verrouiller pour les peut-être 10 ou 15 prochaines années l'utilisation de ce four gaz. Si on juge que, même si aujourd'hui c'est difficile de remplacer votre four gaz, mais que d'ici 5 ans peut-être ça serait tout à fait possible de passer à un four électrique dans votre secteur, eh bien à ce moment-là votre projet est problématique, puisqu'il va verrouiller l'utilisation de ce four à gaz, et c'est ça qu'on ne souhaite pas. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair sur ce critère de verrouillage technologique. On a aussi des questions sur j'ai l'impression que ça a inquiété un certain nombre de gens sur l'éligibilité des briques chaleur fatale, si jamais elles ne sont pas combinées avec d'autres briques qui ne sont pas de la chaleur fatale et qui sont du mix énergétique ou mix matière. Je pense que la question derrière, c'est finalement l'articulation entre le fonds chaleur et l'AAP décarbone 2023. Peut-être que tu peux revenir là-dessus. Tout à fait. Donc dans tous les cas, ces thématiques de récupération de chaleur fatale sont soutenues par l'ADEME, hein, donc c'est des projets qu'on souhaite avoir. Après, c'est juste une question d'articulation entre les différents organismes de l'ADER et de l'ADEME, pardon, et donc avec le fonds chaleur. Donc pour clarifier un petit peu, si votre projet consiste uniquement en un projet de récupération de chaleur fatale, nous on va pas traiter ça sur cet appel à projet, on va orienter ça vers le fonds chaleur. En revanche, si vous avez un projet plus global qui inclut par exemple l'installation d'un équipement qui est plus performant énergétiquement, et que vous avez en parallèle une autre brique qui permet de récupérer de la chaleur, alors plutôt que de séparer votre dossier en plusieurs sous-dossiers, on va le prendre dans son entièreté, et donc on va pouvoir traiter la brique de récupération de chaleur fatale sur cet appel à projet.
il y avait une question aussi, je ne sais pas si on a répondu. Qu'en est-il des sites neufs? Est-ce qu'on peut utiliser Decarb 1 pour choisir la meilleure solution finalement de décarbonation d'un nouveau site? Laurent, est-ce que tu souhaites répondre à cette question peut-être sur les Est-ce nouveaux qu'on a une sites? réponse claire là-dessus? Je ne sais pas, hein. Donc les nouveaux sites enfin, on peut aider les nouveaux sites. Ensuite, il va falloir que ces nouveaux sites respectent effectivement le nouveau règlement européen qui est quand même assez restrictif sur le plan de l'investissement dans les installations fossiles. Donc ça veut dire concrètement que si créer un site qui est intégralement électrique, il n'y a pas de sujet, on pourra aider. On aura un vrai travail par contre sur la définition de ce qu'on appelle la situation de référence. Parce que dans les cas de nouveaux sites, il faut bien qu'on essaye d'évaluer la décarbonation hypothétique qu'il y aurait par rapport à un site de référence. Donc si le site de référence c'est un fonctionnement au gaz, on designera ça avec vous et on évaluera la performance de décarb par rapport à un site tout électrique. Par contre, très clairement, sur les nouveaux sites qui vont installer des objets fossiles, on ne pourra pas aider l'installation des objets fossiles et on a aujourd'hui un cas d'interprétation qu'il faut qu'on clarifie par rapport au règlement européen sur est-ce que ce sera possible d'aider les parties non fossiles de ces nouveaux sites. Là aujourd'hui, le règlement étant paru récemment, il est même pas. Il y a eu une communication de la Commission européenne qui a présenté le règlement, mais il y a les modifications du règlement actuel, mais il n'y a pas encore le règlement en tant que tel produit en français. Donc déjà, on va l'attendre. Effectivement, il y a quand même des questions d'interprétation et il faudra qu'on reboucle avec notre service juridique. Donc pour ces cas précis, vraiment, on vous invite, et on y reviendra tout au long de ce webinaire, à prendre contact avec nos référents décarbonation dans les directions régionales ADEME. La liste des contacts sont en annexe du cahier des charges et c'est important de passer par eux pour présenter votre dossier, pour qu'ils puissent vous accompagner pour définir ce qui est faisable, si votre projet est éligible. Si jamais il n'est pas éligible chez nous, à notre appel à projet, il est peut-être éligible à d'autres dispositifs de l'ADEME et vous orienter au mieux dans cet écosystème. Si je reprends l'exemple du four verrier, si je suis au gaz, je réduis mes consommations de gaz, je ne suis pas éligible. Si je fais évoluer ce four vers un four mixte électrique-gaz, par exemple, est-ce que là, je suis éligible? C'est-à-dire que si le four gaz est existant et qu'il y a une action d'efficacité énergétique sur ce four gaz existant, cette action sera éligible, puisque le four gaz il n'y a pas un réinvestissement dans une nouvelle installation à gaz. Par contre, effectivement, si l'action d'efficacité énergétique passe par le remplacement du four, du coup la mise en place d'un nouveau four plus efficace, quand bien même il serait très très efficace, ça aujourd'hui on interprète le texte européen comme ce n'est pas éligible. L'électrification partielle d'un four à gaz, ça fait partie des cas d'interprétation pas évidents. On aurait tendance à dire que c'est éligible, mais on préfère avoir les dossiers et les étudier au cas par cas. Donc là encore, n'hésitez pas à prendre contact avec nos collègues en région. D'accord. Alors, il y avait une question sur technologie sur étagère ou innovation, mais je pense qu'on a répondu. Oui, on est sur l'idée, c'est de faire du déploiement, donc c'est avant tout des solutions matures. Donc après sur étagère, où parfois il y a besoin d'avoir tout de même des solutions un peu ad hoc par rapport à certains sites industriels, mais en tout cas l'idée c'est bien de mettre en place des solutions matures pour avoir un déploiement massif et rapide. Et on peut aller jusqu'aux premières industrielles lorsqu'il est démontré que la solution a bien été testée en amont et qu'elle est prête à être déployée, quand bien même c'est la première. Donc il y a un côté innovant bien entendu dans l'opération de ce genre de première industrielle. Mais ça, on peut aller jusque-là. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, du démonstrateur, etc., il y a des appels à projets qui sont dédiés à ça. Il y a avoir même des aides pour de la recherche si les choses sont encore à un état plus embryonnaire. Mais notamment, je pense à nos 2 appels à projets innovation dans le cadre de France 2030 qui ont été présentés tout à l'heure. C'est demi-bac et e-bac PME. Ouais. Il y avait une question aussi, est-ce que la santé financière de l'entreprise est prise en compte dans le dossier d'instruction? Alors oui, tout à fait, hein, c'est même un critère d'éligibilité, Lucas nous en avait parlé tout à l'heure. Donc il ne faut pas que votre entreprise soit classée en difficulté. Et il y a par contre
un point qui est important qu'il faut retenir, il y a une dérogation qui est possible si et seulement si votre entreprise est devenue entreprise en difficulté dans le contexte du Covid, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2021 et la fin juin 2021. C'est le seul cas où vous pourrez avoir une dérogation si votre entreprise est en difficulté. D'accord. Et j'avais noté une dernière question. Vous avez dit un gain conséquent. Et il y avait une question pour dire, c'est quoi un gain conséquent vu de l'ADEME? Alors, c'est vis-à-vis de nos critères d'éligibilité ou vis-à-vis des classements de nos projets? Je crois que dans le classement des projets, il a été dit qu'il fallait qu'il y ait un gain conséquent et je pense que c'est une précision là-dessus qui est demandée. Tout à fait. Donc juste, bon, je vais répondre du coup aux deux même. Dans le critère d'éligibilité, il y a la nécessité que le projet abatte au moins 1000 tonnes de CO2 équivalent par an à isoproduction. Ça, c'est une nouveauté de ce cahier des charges. Et ensuite, effectivement, dans le classement des projets, pour la sous-note donc N2B, ce qu'on va regarder, en fait, c'est pas tant l'abattement en quantité, mais plutôt le pourcentage d'abattement des émissions de votre site. Donc, si votre projet permet d'abattre 1% seulement des émissions de votre site, ça, c'est voilà, un abattement qu'on qualifiera de non conséquent et qui n'entraînera pas une note N2B très bonne. En revanche, si votre projet permet d'abattre au-delà, disons, de 20%, de 25% des émissions de votre site, là, on commence à vraiment parler d'un abattement qui est conséquent à l'échelle de votre site. D'accord. Et donc une note N2B qui s'en ressentira et qui pourra tendre vers 6. D'accord. Moi, j'avais pas noté d'autres questions. Écoutez, on va essayer de continuer à vous répondre en direct autant qu'on peut. Il y a effectivement beaucoup de questions et c'est très intéressant si on peut déminer au maximum en direct. Parfait, donc je vous laisse continuer à répondre dans le chat et je vais continuer notre présentation. Donc, pour reprendre notre frise, on a maintenant effectué la présélection sur les critères d'éligibilité. Nous avons regardé la performance et nous avons noté les projets, ce qui nous a permis de les classer. Et l'étape suivante, c'est de venir vérifier le niveau d'aide que vous avez demandé. J'insiste encore une fois sur le fait que cette vérification, elle arrive après le classement et que donc si en fait votre aide est revue suite à cette instruction, ça ne pourra pas venir impacter votre note N1 et donc venir améliorer votre classement. Hein, ça, c'est vraiment lors de votre dépôt, il faut effectuer la bonne demande d'aide. Cependant, nous allons donc quand même venir vérifier cette aide que vous avez demandée. L'aide que vous demandez, on ne pourra jamais la revoir à la hausse d'un point de vue de réglementation. Par contre, il peut y avoir différentes choses qui nous incitent à la revoir à la baisse. La première chose, c'est qu'on va venir contrôler la compatibilité avec le RGEC et on va venir vérifier que l'aide que vous avez demandée est bien inférieure au taux d'aide maximal auquel vous avez le droit. Donc, ces différents taux d'aide maximum vous sont présentés dans le tableau ci-contre. Ils dépendent en fait de deux choses. Ils dépendent de la taille de votre entreprise, avec donc des pourcentages maximum qui sont supérieurs de 10 points pour une moyenne entreprise par rapport à une grande entreprise et encore de 10 points pour une petite entreprise par rapport à une moyenne entreprise. Et ensuite, ce pourcentage maximum va dépendre de la thématique de décarbonation que votre projet traite. Et donc, pour des thématiques d'efficacité énergétique et de captage, stockage et utilisation du CO2, pour une grande entreprise, on aura des niveaux d'aide maximum de 30%. Tandis que pour des thématiques de modification du mix énergétique ou matière, on pourra monter jusqu'à 40% d'aide au maximum. J'insiste encore sur le fait que c'est une aide maximum et non pas une aide qui doit être attribuée de manière systématique. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dépasser. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut demander de manière systématique. Au contraire, hein, si vous souhaitez être bien classé, peut-être qu'il peut être pertinent de demander une aide qui est inférieure à ce montant maximal. Autre chose qu'il est important de noter, c'est que ces taux d'aide que vous voyez dans ce tableau peuvent être majorés si les investissements sur votre site se trouvent dans une zone d'aide à finalité régionale, donc zone qu'on appelle zone AFR, et qui sont en fait des territoires qui sont considérés comme en difficulté d'un point de vue industriel par l'Union européenne. Donc, si vous vous trouvez dans un de ces territoires en France métropolitaine, les aides que vous voyez dans ce tableau peuvent être majorées
de 5 points de pourcentage. Et si vous vous trouvez en Outre-mer, cela peut être majoré de 15 points de pourcentage. Enfin, quelque chose qu'il est très important de noter, c'est que ces taux d'aide maximum ne s'appliquent pas sur les CAPEX, sur le total de vos investissements, mais sur ce qu'on appelle l'assiette des coûts admissibles. Et donc cette assiette des coûts admissibles, on va venir la vérifier et elle peut être modifiée lors de notre instruction s'il y a eu des erreurs. Donc je vais revenir dans cette slide suivante, plus en détail sur l'assiette des coûts admissibles. En quoi elle consiste finalement? Cette assiette des coûts admissibles, elle représente le surcoût de votre projet par rapport à une solution qui serait moins vertueuse pour l'environnement. On a donc deux termes qui apparaissent dans votre assiette des coûts admissibles. Le premier terme, ce sont vos dépenses éligibles. Alors vos dépenses éligibles, c'est tout simplement l'ensemble de votre CAPEX, duquel seraient déduits des dépenses que nous jugeons non éligibles. Donc typiquement, ça peut être des dépenses qui ne participent pas à l'augmentation du niveau de protection de l'environnement et donc des dépenses qui ne permettent pas un abattement de gaz à effet de serre, ou encore donc tout un ensemble de dépenses qui répondent en fait à des thématiques qui sont inéligibles, telles que Lucas les a citées un petit peu plus tôt dans la présentation et que vous pouvez retrouver également en annexe 4 de notre volet technique. J'attire également votre attention sur le fait que les lignes de dépenses ne doivent pas avoir été engagées avant la demande d'aide. Et faites très attention à cela parce que c'est pour le respect de notre critère donc d'incitativité de l'aide. Si jamais des dépenses ont été engagées avant la demande d'aide, c'est bien l'ensemble de votre projet qui sera inéligible. Ce n'est pas seulement les lignes de dépenses qui vont devoir être retirées d'un point de vue réglementaire, c'est l'ensemble du projet qui sera inéligible. Et donc vraiment, j'attire votre attention sur ce fait afin de ne pas entraîner une inéligibilité malencontreuse. Donc, ces dépenses éligibles, on va venir leur soustraire le coût d'un scénario contrefactuel. En quoi consiste ce scénario contrefactuel? Il consiste en fait en une solution de moindre ambition environnementale dans laquelle vous devriez nécessairement investir dans le cas où vous ne touchez pas les aides que vous avez demandées avec l'ADEME. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce scénario contrefactuel dans cette slide suivante. Donc vous avez l'obligation de nous présenter ce scénario contrefactuel. Je vous incite fortement à aller regarder l'ensemble des modalités pour ces scénarios contrefactuels qui sont listés dans l'annexe 3 du volet technique. Je ne pourrai pas revenir sur l'ensemble de ces modalités dans cette slide, notamment avec l'évolution de la réglementation européenne et le nouveau RGEC. On a des modalités qui sont différentes pour le calcul des coûts, puisqu'on va prendre en compte maintenant des calculs de vannes, et donc ça va entraîner des calculs qui sont différents. On souhaitait vous présenter les trois types de scénarios contrefactuels qui nous semblent être ceux qui vont apparaître le plus souvent. Donc le premier type de scénario contrefactuel, c'est celui qui consiste en la mise en place d'une référence marché qui est bien identifiée. Typiquement, si votre projet consiste à remplacer votre outil de production de vapeur puisque celui-ci devient obsolète et qu'il est très peu performant énergétiquement, et que votre projet est donc d'installer une chaudière électrique, dans ce cas-là, le scénario contrefactuel sera la mise en place d'une chaudière qui reste au gaz naturel et qui présente un rendement minimal qui est standard, donc de 86,6%. Donc voilà pour une référence marché typique. On a un deuxième cas de scénario contrefactuel qui est possible, c'est le cas où votre investissement contrefactuel est en fait le même que l'investissement factuel, mais effectué plus tard dans le temps. Et donc là, on est typiquement dans le cas de mise en conformité que vous effectuez largement en avance par rapport à une réglementation qui n'entrera en vigueur que plusieurs années plus tard. On peut prendre par exemple l'exemple de la réglementation F-Gaz pour les fluides frigorigènes, donc qui vous obligera à changer de fluide frigorigène à horizon 2030. Si vous souhaitez effectuer donc un changement de fluide avant cette date butoir 2030, par exemple en 2024 ou en 2025, pour un fluide frigorigène qui présente un pouvoir de réchauffement global plus faible, nous pourrons aider votre projet. Et le scénario contrefactuel sera donc ce même investissement qui sera effectué en 2030. Et donc votre assiette de coûts éligible sera la différence entre la vanne de ce projet effectué en 2025 et la vanne de ce projet effectué en 2030. Enfin, on a un dernier cas qui est le cas où votre outil de production actuel finalement est encore relativement performant et que vous pourriez continuer à l'utiliser pendant de nombreuses années.
Dans ce cas-là, vous devez quand même nous présenter dans votre scénario contrefactuel les coûts de maintenance de votre équipement actuel, et ce sur 10 ans. Donc voilà, même dans ce cas-là, le scénario contrefactuel n'est pas nul, hein, on prend en compte la maintenance. Donc par exemple, si vous souhaitez entièrement remplacer votre ligne de production pour une nouvelle ligne bien plus performante, ou pourquoi pas sur une ligne qui est électrifiée, mais que votre ancienne ligne est toujours performante, vous devrez nous fournir les coûts de maintenance sur 10 ans. J'insiste sur le fait que ces scénarios contrefactuels seront regardés par nos équipes et fortement challengés, et que l'ADEME se réserve le droit, si on juge que votre scénario contrefactuel n'est pas réaliste ou n'est pas assez robuste, de le modifier, ce qui viendra donc in fine impacter l'assiette de votre aide, et donc peut-être impacter également votre montant d'aide. Donc on vous incite fortement, dès le dépôt de votre dossier, à porter une grande attention à ces scénarios contrefactuels et à nous présenter donc des scénarios qui sont robustes. Donc voilà, ça c'était pour la première chose qui peut nous inciter à revoir votre aide à la baisse, c'est en considérant donc le RGEC et votre assiette éligible. Il y a une deuxième chose qui peut vous permettre de la revoir à la baisse, c'est l'étude de votre rentabilité, de la rentabilité de votre projet, et je vais laisser la main à Valentin qui va vous présenter cet autre critère. Alors du coup, c'est moi a priori, Charlie, mais Ah, c'est Florent, très bien, pardon. j'enchaîne. Rebonjour à tous. Donc effectivement, pour calculer le montant d'aide finale d'un projet éligible, donc on passe par la vérification de la compatibilité avec le RGEC, mais on va appliquer aussi un contrôle d'absence de surrentabilité qui se divise en deux approches pour les aides inférieures à 15 millions d'euros et pour les aides supérieures ou égales à 15 millions d'euros. Donc pour les aides inférieures à 15 millions d'euros, on va venir calculer ce qu'on a appelé un ratio de temps de retour brut sur 4 ans après aide, qui est donc, comme la formule le présente, qui est égal au CAPEX du projet moins l'ensemble des aides privées ou publiques qui sont escomptées ou déjà touchées, divisé par les gains énergie, les gains de matières premières et les gains sur le marché carbone des 4 premières années après la mise en service du projet. Si ce ratio est supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'en fait le TRB est supérieur ou égal à 4 ans. Et si ce ratio est inférieur à 1, ça veut dire que le TRB du projet est inférieur à 4 ans. Notre objectif, c'est de calibrer l'aide pour que le TRB d'un projet soit au moins de 4 ans. Du coup, si ce ratio est inférieur à 1, si le TRB du projet est inférieur à 4 ans, on va venir réduire l'aide ADEME de telle manière à ce que ce ratio soit égal à 1, donc que le TRB minimal du projet soit égal à 4 ans. Sur les aides supérieures à 15 millions d'euros, on va changer d'approche. On va vous demander de remplir un canevas de plan d'affaires, un business plan, qui est une pièce obligatoire à trame obligatoire qui est fournie sur le site de dépôt de Agir, dépôt de demande d'aide, j'y reviendrai plus tard, et on aura un travail un peu différent pour ces aides-là. Dans tous les cas de figure, le classement ne sera pas modifié là encore en cas de baisse de l'aide. C'est pour ça qu'on insiste pour vous dire de venir demander des aides optimisées qui répondent vraiment à votre besoin, à votre déficit de financement, et de ne pas surdimensionner les aides pour ne pas vous pénaliser ensuite dans la phase de classement qui a été présentée précédemment. Donc, on arrive effectivement là maintenant au bout du processus de sélection des projets. C'est le moment de sélectionner les projets après la vérification des niveaux d'aide. On a procédé à un renforcement de la mise en concurrence dans le cadre de cette AAP avec l'idée de sélectionner un maximum de 80% des projets présélectionnés, donc des projets éligibles. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a 70% de projets, des projets éligibles qui remplissent l'enveloppe des 125 millions d'euros, on ne sélectionnera que ces 70% de projets éligibles. On n'ira pas jusqu'à 80% de projets éligibles. Par contre, si on voit qu'avec l'enveloppe, on peut financer 90% des projets éligibles, on ne financera que 80% des projets éligibles. On ne financera pas les 10 derniers pourcents de projets éligibles qui sont
pour autant dans l'enveloppe parce qu'on veut garder un certain niveau de concurrence. Et donc, encore une fois, on vous invite à avoir la bonne demande d'aide et d'avoir des projets compétitifs. Une fois les projets sélectionnés, on va procéder de notre côté avec vous à la phase de contractualisation des dossiers. Et donc, bien entendu, une fois que le contrat sera signé, on va procéder à des versements de l'aide. Donc, l'échéancier, pour votre bonne information, il est le suivant. Donc, après la signature de la convention, on vous versera une avance de 10% de l'aide contractualisée sur la base de la présentation des justificatifs de commande d'équipement représentant plus de 50% des dépenses éligibles. Ce n'est pas une avance après avoir déboursé 50% des dépenses éligibles, c'est bien de montrer que le projet est engagé via la commande de plus de 50% des dépenses éligibles. Une fois par contre que vous aurez dépensé 30% des dépenses éligibles visées, on procédera à un second décaissement de 30% de l'aide. Un nouveau décaissement de 30% de l'aide interviendra au moment de la mise en service de l'installation. Et enfin, éventuellement, il y aura un solde qui pourra aller au maximum jusqu'à 30% là encore de l'aide après la mise en service du projet, la mise en place de la production stabilisée et la mesure des performances de décarbonation sur un an. Et donc, c'est après cette phase où on va potentiellement pouvoir procéder à des ajustements de l'aide en fonction de la performance réalisée et des C2E pour les projets concernés qui ont réellement été obtenus. Sur la performance réalisée, on a voulu avoir une incitation linéaire entre l'aide et la performance. Donc concrètement, si vous atteignez 80% de l'objectif contractuel de performance de décarbonation, vous toucherez in fine 80% de l'aide maximale qui a été contractualisée dans le contrat. Donc en l'occurrence, sur ce cas précis, le solde représentera 10% de l'aide puisque vous aurez touché 70% à la mise en service et vous aurez un complément de 10 points de pourcentage de l'aide pour qu'il y ait une corrélation entre 80% d'aide qui correspond à 80% de la performance réalisée. Par contre, pour toutes les performances inférieures à 70% de l'objectif contractualisé, cela va entraîner des demandes de remboursement puisqu'on vous aura reversé en fait à la mise en service avant la mesure des performances 70% de l'aide. Donc si vous avez fait 40% de l'objectif, on devra vous donner 40% de l'aide et du coup on vous demandera un remboursement de 30% de l'aide qui a été déjà versée. Sur les C2E, c'est un peu le même sujet. Si on a contractualisé sur la base d'un montant C2E escompté et qu'en fait ce montant C2E qui est obtenu après mesure de la performance, il est supérieur, on refera passer à la moulinette le projet sur les contrôles d'absence de rentabilité. Et si jamais on observe une surrentabilité liée au fait qu'il y a trop de C2E, il y a eu vraiment un surgain de C2E qui induit une surrentabilité, on viendra baisser l'aide ADEME de telle manière à ce qu'on retombe dans les clous de ce qu'on s'est donné comme règle sur l'absence de surrentabilité. Donc voilà, on en a fini pour le processus de sélection. On va passer à des choses un peu plus pratiques que sont le dépôt de dossier. Donc il y a tout un tas de pièces obligatoires à fournir lors du dépôt de dossier sur le site Agir de l'ADEME. 3 pièces à trame obligatoires, le volet technique, technico-financier et le canevas de plan d'affaires. J'y reviendrai juste après. Et puis des pièces complémentaires qui n'ont pas de format prédéfini, mais qui sont obligatoires pour assurer la complétude de votre dossier. Bien entendu, le calendrier, le planning du projet. Ensuite, on va avoir donc des études énergétiques récentes pour tous les projets qui ont attrait à des modifications de mix énergétique ou de l'efficacité énergétique. Bien entendu, une étude de faisabilité aussi spécifique à votre projet pour montrer que c'est un projet mature qui va pouvoir se déployer efficacement. En général, bien entendu, c'est appuyé par un schéma de principe lisible de l'opération. On va pouvoir voir les bilans énergétiques, les bilans matières, les bilans CO2, aussi un travail sur le suivi de la performance de décarbonation. On vous invite vraiment à réfléchir déjà aux compteurs à mettre en place pour suivre la performance de décarbonation de votre projet. Les détails des calculs qui vous ont permis de présenter une performance de décarbonation lors du dépôt de dossier et qui sera vérifié. Mais nous, on a vraiment besoin d'avoir ces éléments-là pour comprendre la solidité du dossier et valider la performance de décarbonation qui sera retenue notamment pour la phase de notation et puis ensuite pour la phase de contractualisation. Une feuille de route précise
de la trajectoire de décarbonation du site aux horizons 2030 et 2050, qui va détailler les projets qui doivent être mis en place, les technologies qui doivent être mises en place pour atteindre la neutralité carbone à 2050, et la temporalité, et puis les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées. Et puis pour les aides demandées qui sont supérieures à 10 millions d'euros, ça a été présenté avant, on vous demandera en plus une évaluation de la trajectoire, cette fois-ci de l'entreprise, dans une méthode équivalente à Acte Évaluation, comme ça a été présenté précédemment. Et enfin, les factures des 12 mois de l'année 2019, ces factures vont être essentielles pour pouvoir définir les prix unitaires des énergies ou des matières premières impactées par le projet, et ça va servir dans le cadre des contrôles d'absence de surrentabilité. Donc un petit focus rapide sur les pièces obligatoires à trame obligatoire. Donc le volet technique, c'est le document littéral, c'est un Word dans lequel vous allez décrire votre projet en 4 grandes parties très rapidement. Une carte d'identité du projet, une synthèse qui présente littéralement ce que vous comptez faire. Une partie plus précise où vous allez décrire quelle est votre situation initiale, quelle est votre situation après le projet, et la description du scénario contrefactuel qui va être très importante dans le cadre de l'instruction. Ensuite, une troisième partie où on va vous demander de nous fournir des éléments qui vont nous permettre, nous, derrière, de pouvoir évaluer votre note dans le cadre des sous-notes N2A d'ambition technologique ou N2B d'ambition de trajectoire de décarbonation. Donc là, on va pas vous demander de vous auto-évaluer, on va juste vous demander de nous donner des éléments qui vont nous permettre de qualifier lors de la phase d'instruction ces sous-notes. Et enfin, une dernière partie sur les engagements du bénéficiaire, plus sur des aspects techniques qui sont en complément des engagements déjà présentés dans le cahier des charges, comme vous le verrez. Explication claire et précise attendue, le tout pour accroître la qualité de l'instruction, la fluidité de l'instruction, et du coup, ce sera bénéfique à la fois pour nous comme pour vous. Sur le volet technico-financier, donc cette fois-ci, c'est un Excel qui est à remplir avec des informations à la fois techniques et économiques. Je ne vais pas balayer l'ensemble des onglets, puisqu'il y en a 12 et c'est assez conséquent. Ce qu'il faut retenir, c'est que des onglets à 1 à 9, ce sont des onglets importants, très importants pour soit qualifier l'éligibilité de votre projet, soit qualifier sa notation lors de la phase de sélection. Donc il faut vraiment remplir de manière claire et de manière complète ces onglets, sans les trafiquer, si j'ose dire, parce qu'il y a énormément de formules. Donc on vous invite, on vous demande de respecter les trames qui sont précisées dans l'Excel. Et tout ça va nous servir pour la phase d'instruction. Un petit focus onglet 10, c'est un onglet informatif sur la manière dont on a défini les calculs de trajectoire de prix sur la base des factures 2019, si ça vous pose des questions. Et enfin, les onglets 11 et 12 sont des onglets de reporting avec des indicateurs pour le programme France 2030 et pour l'ADEME. Et enfin, dernière pièce, le canevas de plan d'affaires qui est donc obligatoire que pour les aides supérieures ou égales à 15 millions d'euros. S'il y avait un message clé à retenir sur cette slide, c'est surtout ne pas fournir son propre plan d'affaires. On ne souhaite pas avoir des plans d'affaires de toutes les entreprises qui vont déposer avec des aides supérieures à 15 millions d'euros, parce que sinon, en termes d'instruction, ça va être très compliqué pour nous de nous acclimater à chaque fois aux méthodes de plan d'affaires de chacune des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on a défini ce canevas qui ne correspond peut-être pas à vos pratiques, mais en tout cas, on vous demande de vous inscrire dans ce canevas-là. Très rapidement, 3 onglets là-dessus. On a essayé de faire ça de manière ergonomique et la plus légère possible. Un onglet de calcul de valeur actuelle nette du projet qui est intégralement automatisé, dans lequel vous pourrez ajouter des coûts et des recettes de votre business plan, mais sans modifier vraiment les grands principes de l'onglet. Le deuxième onglet, qui est peut-être l'onglet clé de ce canevas de plan d'affaires, c'est l'onglet hypothèse, dans lequel vous allez rentrer l'intégralité des données pertinentes de coûts et de recettes qui vont pouvoir derrière permettre au premier onglet de calculer la valeur actuelle nette du projet. Il s'agit aussi de justifier l'ensemble de ces données, c'est très important, pour qu'on puisse juger de la solidité du plan d'affaires. Et enfin, il est possible encore de rajouter des coûts et des revenus. C'est un peu le miroir de ce que je disais tout à l'heure sur le premier onglet. Mais l'idée, ce n'est pas de modifier les grands principes de ce qui a été designé de notre côté. Et enfin, un dernier onglet très rapidement sur les amortissements et la valeur terminale. On a pré-configuré une méthode d'amortissement qui est modifiable si elle ne correspond pas à vos pratiques d'entreprise. Par contre, sur la calcul de la valeur terminale, on a une méthode effectivement prédéfinie et celle-ci est non modifiable.
Donc voilà, vraiment respect du canevas, justification claire et complète sur les hypothèses retenues, et ça nous permettra là encore d'optimiser au mieux l'instruction. Donc en conclusion, parce que je crois que c'est une slide de conclusion qui nous attend, voilà. Les deux dates de relève à retenir, ce sont le 27 juin 2023 et le 12 décembre 2023. Aujourd'hui, on a un budget sur la première relève, puisqu'il y a une question tout à l'heure, donc 125 millions. Il n'y a pas de budget encore défini sur la seconde relève, mais il y aura un budget, puisque la relève a été annoncée, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste qu'on ne connaît pas encore l'ampleur de cette enveloppe. Pour votre dossier, ce qui est important à retenir, c'est la complétude. Il est important d'avoir toutes les pièces déposées, d'avoir toutes les informations qui sont remplies, justifications apportées, pour que votre dossier soit jugé éligible, mature, solide lors de la phase d'instruction. Il faut un dossier clair, bien entendu. Il faut un dossier ambitieux en termes de décarbonation, c'est important sous plein d'aspects, mais réaliste. On vous invite à ne pas surdimensionner les performances de décarbonation, et comme vous l'avez vu, un surdimensionnement de la performance de décarbonation de plus de 20% amènera à l'élimination de votre dossier. Donc on vous demande de rester ambitieux mais réaliste dans vos calculs. Et enfin, encore une fois, une demande d'aide optimisée. Je le redis encore une fois, l'aide qui a été demandée sera conservée quoi qu'il arrive dans le cadre de la mise en concurrence des projets, de la mise en compétition et donc de la phase de notation. On ne pourra pas, une baisse de l'aide potentielle liée à la compatibilité avec le RGEC ou au contrôle de surrentabilité n'entraînera pas une amélioration du classement du fait de l'amélioration de la note N qui intègre la demande d'aide. Donc vraiment, demande d'aide optimisée. On vous invite fortement à demander le niveau d'aide dont vous avez besoin pour financer votre déficit lié à l'implémentation d'un projet de décarbonation et pas plus, quand bien même les taux d'aide du règlement européen vous permettraient de monter plus haut. Enfin, on vous invite encore à contacter nos collègues en région, en direction régionale. La liste des contacts sont présentes sur le site internet indiqué ou en annexe du cahier des charges. Ce sont eux qui vont vraiment vous aider qui vont vous accompagner à préparer votre dossier. Et si jamais votre dossier n'est pas éligible à cet appel à projet, il est peut-être éligible encore une fois à un autre dispositif et ils vont pouvoir vous aiguiller au mieux et vous accompagner dans ce processus. Et puis pour toute question générique, décarbonation.industrie@adem.fr. On sera un plaisir, toute l'équipe, nous quatre aujourd'hui, de vous répondre. Et Charlie, je te repasse la main. Ouais, merci beaucoup Florent pour la fin de cette présentation. Donc on arrive au bout de notre processus de sélection et donc de notre présentation d'aujourd'hui. Et donc on souhaiterait faire un dernier petit point sur les questions qui sont les plus revenues. Alors j'en ai repéré une moi déjà qui est beaucoup revenue et à laquelle il me semble particulièrement pertinent de répondre. C'est beaucoup de questions sur les prix qui seront utilisés pour les énergies notamment et également pour le CO2 pour les calculs de rentabilité, donc que ce soit pour le TRB ou pour le business plan pour les projets qui demandent des aides supérieures à 15 millions d'euros. Donc en fait, et là aussi c'est une nouveauté de cet appel à projet, on ne va plus simplement se baser sur vos factures, mais on va déterminer des trajectoires de prix qui seront basées sur vos factures. Donc, je m'explique. Dans votre dépôt, vous allez devoir nous fournir vos factures donc pour l'ensemble des combustibles ou des matières premières qui sont impliquées dans le projet, ainsi que pour l'électricité, vos factures sur l'année 2019. À partir de ce prix moyen sur 2019, une trajectoire de prix sera déterminée pour les années suivantes et donc on aura des prix qui ne seront pas les mêmes selon les années et qui essayent donc de prendre en compte cette forte variation qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre dans les prix des énergies. Donc voilà, ça ne sera pas des prix fixes, il y aura bien des prix qui sont différents pour l'ensemble des projets et donc ces trajectoires seront basées sur vos factures en 2019. J'espère avoir réussi à clarifier un petit peu ce point. Daniel, peut-être, est-ce que tu as repéré d'autres questions qui sont beaucoup ressorties dans le chat? Cette question-là était effectivement ressortie beaucoup, importante. On posait la question si la mesure des performances, est-ce qu'il faut la prévoir dès l'origine ou est-ce que ça peut se mettre après? Il y avait aussi une question, je crois, si j'atteins pas l'objectif, est-ce qu'il y a un remboursement éventuellement de l'aide prévue? Comment ça se passe?
Alors, pour la mesure de performance, en fait, donc c'est quelque chose qui va être considéré dans un deuxième temps. En fait, une fois que votre projet sera sélectionné, il y aura là la construction de ce qu'on appelle une annexe technique qui prévoit donc un protocole de comptage particulier pour votre projet. Ce n'est donc pas forcément à préciser dans votre dépôt initial. Alors, J'ai peut-être oublié. Vas-y, Valentin. Là-dessus, Ouais. voilà. ouais, bah, peut-être par contre, donc c'est effectivement, on n'a pas besoin d'un protocole de mesure et de comptage dès le dépôt du dossier. Par contre, c'est quand même intéressant pour vous d'y réfléchir en amont, tout simplement parce que vous pouvez dans les dépenses éligibles, tout ce qui concerne les compteurs peuvent y rentrer. Donc c'est intéressant pour vous de réfléchir à comment vous allez mesurer la performance, parce que ça, on va vous l'imposer une fois que votre projet est sélectionné. Et si vous y avez réfléchi en amont, déjà la contractualisation se fera plus simplement, plus rapidement, parce que c'est souvent le point bloquant, le point voilà, qui prend du temps, mettre en place ce protocole de comptage et qui fait que la contractualisation peut être retardée. Et en plus, si vous y avez réfléchi en amont, donc vous pouvez inclure des dépenses de compteur dans votre dossier. Donc c'est intéressant pour vous. Je ne sais pas si Florent avait quelque chose à rajouter en plus. Non, mais effectivement, c'est important de le prendre en compte. Par le passé, on a passé beaucoup de temps parfois à faire des protocoles de comptage parce que ça n'avait pas été pensé en amont, et c'est vrai que c'est important pour la maturité du dossier. Alors, j'avais noté deux questions sur Pacte Industrie auxquelles on n'avait pas eu le temps de répondre tout à l'heure. Donc, je précise que ProSMEN, donc, qui est l'aide à la mise en place de l'ISO 50001, c'est donc une prime qui est accordée lorsque vous êtes certifié. Et le calcul du montant, en fait, c'est 20% de vos dépenses d'énergie annuelles avec un plafond de la prime à 40 000 €. Et effectivement, comme la question a été posée, maintenant que c'est intégré dans Pacte Industrie, ProSMEN sera réservé aux industriels. Et on précisera la liste des codes NAF d'ailleurs sur le site. Et il y avait une autre question qui était est-ce que l'intensité de l'aide dans Pacte Industrie dépend de la taille de l'entreprise? Donc effectivement, oui, bien sûr, les taux d'aide sont différenciés en fonction de la taille des entreprises. Voilà, deux petits points sur Pacte Industrie. Sinon, moi, j'ai l'impression que vous aviez répondu à pratiquement toutes les questions sur Descartes Industrie. Peut-être moi j'en ai vu une qui est revenue plusieurs fois. C'est sur des projets multithématiques, quel est le taux d'aide maximum? Oui, Donc oui. c'est un taux d'aide qui va être en fait pondéré, parce que donc pour chaque brique de projet répondant à une thématique, chaque brique de projet oui répondant à une thématique précise, le taux d'aide maximum sera celui de la thématique. Donc on peut imaginer que si vous avez une brique électrification pour une grande entreprise, et ben donc cette brique de projet là, le taux d'aide maximum sera de 40%. Et si à côté vous avez une brique efficacité énergétique, on mettra un taux d'aide max sur cette brique-là de 30%. Donc du coup, au global, ça fera un taux d'aide pondéré. Exact, oui. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points que vous aviez notés de votre côté. Globalement, on n'a pas réussi à répondre à l'ensemble des questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et certaines qui on va y répondre de étaient toute très façon. techniques. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, du coup, on va essayer de répondre à l'entièreté lorsqu'on va mettre en place la FAQ. Et donc peut-être pour quelques réponses qui sont vraiment à la marge, on essaiera de vous répondre directement par mail. Mais normalement, la quasi-totalité des réponses sera dans la FAQ. Oui, voilà, je crois qu'on peut dire ça effectivement. Et puis vous aurez bien sûr tous les slides comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de questions sur les C2E. J'en profite pour vous dire que le 6 décembre prochain, il y aura le grand colloque sur les C2E. Donc ça peut être l'occasion aussi de bien approfondir cette thématique-là. Et puis on a vu ce que vous avez dit sur l'importance de la clarté des dossiers, de la précision, et du fait que finalement, si on est erroné de manière importante sur le taux de décarbonation, le dossier risque d'être refusé. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir des dossiers de qualité. Il était demandé aussi la liste des ADEME régionales, mais je pense que ça, on le mettra aussi. On le joindra. Les contacts des collègues sont en annexe du cahier des charges. Donc il y a les mails, il n'y a plus qu'à envoyer un mail avec l'intégralité du dossier et les détails
à demander. Et le lien est également dans le mail de suivi qui est envoyé à l'issue du webinaire, qui sera envoyé demain, le temps de récolter tous les éléments à renvoyer à nos participants, ainsi qu'aux personnes inscrites qui, pour X raisons, n'auraient pas pu assister à ce webinaire. Alors, il y avait bien des questions qui portaient sur d'autres sujets que le thème d'aujourd'hui. Vous l'avez vu sur Descartes Flash, le rendu des réponses, sur la suite de Descartes Flash, BCAT, etc. Des choses sur lesquelles on ne pouvait pas répondre aujourd'hui, mais je pense que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on aura tout ça. Et puis vous dire également que pas mal de colloques sur la décarbonation de l'industrie vont être montés, notamment en région par la T2E et l'ADEME. Ça peut être l'occasion d'avoir des retours d'expérience avec certains industriels qui ont fait de telles actions. Donc voilà, profitez-en. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelques mots de conclusion côté ADEME. Non, on est arrivé, je pense, au bout de notre présentation. Donc, juste remercier tout le monde, la T2E pour l'organisation de ce webinaire encore une fois. Et donc, une FAQ sera disponible dans un second temps pour répondre à l'ensemble des questions et à celles auxquelles nous n'avons malheureusement pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous pour ce webinaire. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Au revoir.